Remarquable et impressionnant Frédéric Tellier, et l'acteur Adama Diane. La blague remarquable et impressionnante, c'est par rapport à ce que dit Bertrand Tavernier de votre film. C'était pour ça. Comme d'habitude, deux micros se déplacent dans la salle, au bout de main de mes collaborateurs. Est-ce qu'il y a déjà une première question? Ou c'est pour vous la première? Bonsoir. Alors, félicitations, le film est remarquable. Alors j'avais deux questions. Une impressionnant, non? Impressionnant. Alors, une pour l'acteur, l'autre pour les acteurs. Alors, pour l'acteur, comment vous faites pour appréhender un rôle pareil? Et au réalisateur, est-ce que c'était voulu de tourner avec deux films différents? Pour l'enquête, c'est vraiment un gros grain, et pour le procès, c'est un normal, on va dire. Moi, c'est beaucoup moins intéressant, ma réponse. Disons que ma réponse peut être un peu surprenante, c'est que je dirais qu'un acteur rentre simplement dans ce travail-là, puisque c'est le processus de l'acteur. Donc c'est vrai que c'est un rôle très chargé, très lourd, mais aussi, je le dis entre guillemets, parce que c'est une tragédie réelle, que des gens en ont souffert, mais c'est vrai que c'est un rôle très motivant, voire passionnant. Donc on essaye de se donner les moyens d'entrer dans cette folie. Et pour ma part, pour répondre à votre question, oui, c'était une volonté. Je dirais qu'au-delà de l'aspect formel de tourner en pellicule, les années 90 qui étaient plus en pellicule et 2001 en numérique, c'était de coller à ces époques-là, de resituer l'histoire dans son contexte historique le plus précisément possible, jusqu'au support en fait qui filmait ces époques-là, et de montrer que les années 90, 91, le premier crime de Guy Georges, jusqu'en 98, le dernier, son arrestation, le grain diminue pour rapprocher les deux supports l'un de l'autre, en fait. Merci. Vous pourriez nous revenir sur, je viendrai à vous à la fin, juste après, sur comment vous avez défini, parce que en présentant le film, j'ai parlé de vous, vous avez réalisé des publicités, des téléfilms, et comment on s'attaque à un film sur la plus grande enquête policière française de 91 à 2001. Comment on arrive là? Par plein de chemins différents, en fait, un peu difficilement résumables comme ça. D'abord parce qu'il y a un espace qui est laissé libre parce qu'on n'a pas témoigné de cette affaire. C'est 10 ans de notre histoire, 10 ans de notre humanité, c'est la dernière décennie du siècle passé, et probablement par pudeur de tout ce que vous voyez, puisque 80% à peu près du film sont des résumés de procès-verbaux, hein, donc ça s'est passé précisément comme ça. On n'a pas parlé de cette affaire, ou très peu, en tous les cas on n'a justement pas fait de téléfilm, pas de documentaire, il y a eu quelques émissions, type Faites entrer l'accusé, des émissions similaires, mais pas de vrai documentaire dessus. Pas de téléfilm, pas de film au cinéma. Voilà, il y a un espace qui est laissé là, en friche. Moi, je connaissais bien l'affaire, de plus en plus, et puis des hasards de la vie qui m'ont fait rencontrer les vrais avocats de Guy Georges, puis plus tard le vrai Charlie, ont amené à un moment une discussion que j'ai eue avec un producteur de cinéma qui, lui, a décidé d'en faire un film il y a quelques années. Voilà. Et de là, vous lancez donc? De là, on se lance. Je passe un an avec le vrai Charlie à discuter beaucoup, à gagner sa confiance, à la mériter, et puis à discuter, à entendre ce qui s'est passé réellement. Et puis ensuite, il y a eu deux, trois grosses années d'écriture avec un complice d'écriture, David Deloffen, qui a écrit le film avec moi. Et puis voilà, et puis après une grosse année de préparation, fabrication, tournage, montage. Le vrai Charlie, on pensait quoi quand vous lui avez dit j'ai un projet de film sur cette... Le vrai Charlie, déjà, souvent il est avec nous dans la salle de manière anonyme, il est là ce soir.
Il ne se montrera pas parce qu'il reste obscur et sans gloire, donc c'est toujours très, très impressionnant pour moi d'en parler, très émouvant. Je pense qu'il s'est confié, on est proches maintenant parce qu'on se fréquente depuis 4-5 ans. Voilà, je crois sans le trahir qu'il est très, très touché du film. C'est aussi un morceau de sa vie à lui, quoi. Voilà, donc il est très, très, très touché du film, qui dans sa partie est très proche de tout ce qu'il nous a raconté. Il y avait une question à l'avant-dernier rang, là-bas, tout au fond. Bonsoir. Je voudrais dire que votre film est très intéressant dans le sens où les autres films qui parlent des serial killers, surtout les séries américaines qui sortent depuis ces dernières années, vous les appréhendez d'une manière très intéressante, c'est-à-dire avec un regard très cinéma français, très réel, très vif, et je trouve que c'est très intéressant et ça apporte un regard nouveau. Donc merci. Et ma question c'est quelles étaient les scènes les plus difficiles à tourner? Les scènes de reconstitution des meurtres ou les scènes d'interrogatoire comme la dernière entre le policier et le tueur? Merci de votre compliment. C'est vrai que par rapport, je réponds juste par rapport à votre gentil compliment, c'est vrai que par rapport aux séries américaines ou aux séries ou aux polars en général d'ailleurs, celui-là c'est une histoire vraie, donc il y a une charge émotionnelle énorme quand on attaque une affaire comme ça. Enfin une affaire, je parle comme un policier. Quand on attaque une histoire comme ça, il y a une grosse responsabilité, une grosse charge, une grosse modestie à mettre ça en place. Et en tous les cas, par rapport aux séries dont vous parlez, il y a cette distance. Là, on n'est plus dans la fiction, déjà, on est dans le témoignage direct. Et c'est vrai que mécaniquement, par rapport aux autres références dont vous parlez, là, c'est pas un polar classique. Le polar classique, c'est généralement qui a fait le coup, et on met 2 heures à savoir qui a fait le coup, ou 6 heures dans le cas d'une série, ou 8 heures, ou 6 saisons. Là, on sait qui a fait le coup dès le départ, l'histoire a été jugée. On revisite juste par nos institutions, on revisite comment ça s'est passé avec des zones qui peuvent persister de doute, d'incompréhension. Donc c'est vrai que ça c'est assez différent, c'était le pari de ce film. Maintenant, pour votre deuxième question, qu'est-ce qui a été le plus compliqué? Je sais pas, Adama, il aura sa part de réponse. Moi, pour ma part, tout a été compliqué parce que, une fois de plus, un film comme ça, d'habitude, souvent, on a l'impression vraie que les metteurs en scène et les acteurs, on ricane bien pendant un film, on boit des coups le soir, on sort. Bon, là, on n'avait pas, vous imaginez bien, on n'avait pas cet espace-là, quoi, parce qu'on était à bloc tout le temps, très émus. On avait souvent des enquêteurs qui passaient nous voir sur le tournage, les avocats. Voilà, tout a été dur, tout a été hyper émouvant, hyper responsable. On avait les familles de victimes pas très loin non plus, et on pensait souvent aux victimes. Alors bien sûr, d'un autre côté, c'est un film, hein, c'est du cinéma, et ça nous a protégés beaucoup, mais tout a été dur. Bien sûr que quand on tourne les scènes de crime, on les a enchaînées sur 3-4 jours, on les a tournées toutes ensemble. Bon, là, c'était vraiment le moment dur pour tout le monde. Mais je dirais que tout est dur dans ce film. Ce qui nous porte, c'est l'idée qu'essaye de mettre en avant le film, c'est que la vie est plus forte que ça à l'arrivée. Il y a de la lumière dans cette saloperie de 10 ans, dans cette noirceur. Il y a la grandeur aussi d'être humain. C'est à toi. Il y a 2 mains qui se lèvent. On a l'explication du pied égyptien? Puisque le Charlie est dans la salle, il doit pouvoir me répondre. Une enquête de 10 ans, il doit savoir ça, non? Oui, je vais répondre pour lui parce qu'il veut rester discret. On a l'explication qui est donnée dans le film, mais pour avoir l'explication, il faut se resituer dans le contexte, c'est-à-dire pourquoi il y a eu le pied égyptien, c'est qu'il
il y a eu de telles impasses sur cette affaire, elle a duré tellement longtemps, les enquêteurs étaient tellement démunis à un moment que le moindre indice était pris extrêmement au sérieux, notamment ce pied égyptien sur cette scène de crime de la pauvre petite Hélène Friedking. Et ils ont pris cet indice au sérieux. À l'arrivée, Guy Georges n'a pas le pied égyptien. Et donc vraisemblablement, il a glissé. C'est son doigt de pied qui s'est accroché dans une glissade et qui a provoqué cette trace un peu étrange. Il y avait une question, juste Victor, à droite. Bonsoir et merci, parce que en plus pour un premier film, c'est chapeau. Au niveau du contexte dans lequel se fait l'enquête, les locaux exigus comme on les voit habituellement, les rivalités entre équipes, tout ça, vous êtes imprégné de tout ça, parce qu'on sent un peu la patte d'Olivier Marchal aussi. Est-ce qu'il y est pour quelque chose? Il y est pour... non, pour rien, parce qu'il n'a pas participé au film, mais je dirais que... comme je disais tout à l'heure, c'est pas très précis ce que je vous dis, ça pourrait être discutable sur le chiffre, c'est un peu anecdotique, mais c'est vrai que c'est une journaliste qui avait dit ça, qui avait couvert toute l'affaire. 80% de ce que vous voyez là est quasiment vrai, y compris les locaux, parce qu'on n'a pas tourné au 36, mais on les a repérés, on les a mesurés, on a pris la référence de la couleur des murs. Quand Charlie est venu sur le décor, et il trouvait ça extrêmement ressemblant. C'est que le 36 est fait comme ça, en fait. C'est des petits bureaux. Le bureau 432 était même un peu plus petit que celui-ci, parce qu'on a besoin de nous placer les caméras quand même, donc on a triché un tout petit peu, mais on l'a à peine agrandi. Non, c'est la réalité qui est comme ça. Et les rivalités entre équipes, c'était aussi une époque où il n'y avait pas d'information centralisée, pas d'informatique, pas de téléphone portable, donc c'était des groupes qui enquêtaient sur des affaires différentes, à part l'instinct de Charlie qui s'acharnait à les rassembler, à les recouper, mais c'était des affaires différentes, avec des intuitions différentes, des groupes différents. Moi, j'ai traîné longtemps et beaucoup avec ces enquêteurs-là. Évidemment, tout le monde imagine bien ici que personne n'est malveillant chez des enquêteurs de ce niveau-là. C'est juste des convictions différentes qui, à un moment, ne s'harmonisent pas et n'étaient pas aidées à cette époque à s'harmoniser parce qu'il n'y avait pas cet outil centralisateur qui peut être l'informatique. C'est assez prodigieux parce que les années 90, c'est hier et c'est le Moyen-Âge en même temps. On a du mal à imaginer maintenant de vivre sans ordinateur, c'était il y a 20 ans à peine. Mais maintenant, on rentre un mot-clé et voilà, ça a uni tout le monde autour d'un mot-clé. Ça n'existait pas à l'époque. C'était des gars qui se parlaient en fin de journée, une fois de temps en temps, et puis voilà, si ça évoquait quelque chose, ils étaient d'accord. Or, ils n'étaient pas d'accord sur le mode opératoire. Voilà, et il y avait ce petit invisible au milieu, Charlie, qui lui s'est acharné, qui a eu raison, hein, puisque ça s'est passé comme ça, mais ils sont une cinquantaine d'enquêteurs quand même à la crime, donc ça faisait 49 avis, pas forcément comme le sien. Merci. Pour la réalité, vous avez parlé de la journaliste, c'était Patricia Touranchot, qui a suivi toute l'affaire pour Libération, et qui a écrit un livre qui s'appelle Guy Georges La Traque, qui a collaboré aussi avec vous dès l'écriture, je crois, non? Oui, tout à fait. Dès l'écriture, c'est-à-dire qu'à l'écriture, il y avait vraiment ce temps infini et précieux que j'ai passé avec Charlie. Et puis d'un autre côté, je passais à peu près le même temps avec Frédéric Pons pour avoir leurs précisions. Et puis au fil de l'écriture, ils ont lu régulièrement les différentes épreuves du scénario avec leurs remarques qu'on a intégrées. Et il y avait effectivement aussi Patricia Touranchot qui, comme vous l'avez dit, je vous paraphrase, qui avait repris, qui avait couvert toute l'affaire, qui avait récapitulé tout ça dans son livre, qui est sorti, je crois, il y a 3-4 ans, comme ça. De 2010. Voilà, donc il y a presque 5 ans maintenant. Et qui était là pendant tout le procès aussi, donc qui était un peu le garde-fou historique de manière globale. Mais par exemple,
je suis allé faire une journée de répétition au tribunal. Je crois que tu étais avec nous et elle était là pour nous montrer ce qui s'est passé, comment les protagonistes se déplaçaient, tout ça. C'était une richesse effectivement pour nous, puisqu'aucun de nous, moi j'étais pas là au procès, Adama non plus, les acteurs non plus, donc c'était un témoignage précieux aussi pour nous. Une question pour le gentil. Adama, comment on appréhende ce rôle fort? Comment se passe votre rencontre? Disons que ce qui s'est passé là, sur ma façon d'entrer dans le projet, ça a été par le casting, par les essais, et c'était le texte qu'il fallait présenter, travailler, c'était les aveux au 36 quai des Orfèvres avec le policier, et c'était une rencontre qui a duré 5 à 6 semaines, et sans s'en rendre compte, en tout cas moi sans m'en rendre compte, je suis rentré dans le travail, je me suis préparé. Et puis ensuite, on sait que dans quelques semaines, on va jouer quelque chose d'assez intense, et il y a une espèce d'énergie comme ça qui se balade, un peu tapis en nous, on se prépare silencieusement, mais encore une fois dans une forme de simplicité. Du classique, casting, répétition, vous connaissiez cette affaire? Oui, je suis parisien, donc je me souviens très bien, tous les gens qui vivaient à Paris à cette époque ont été un peu marqués, c'est un peu dans notre inconscient collectif. On connaît tous le tueur de l'Est parisien, mais on n'en connaît pas énormément de détails, donc je trouve que c'est un des intérêts de ce film, de pouvoir un peu poser comment les éléments de cette tragédie se sont opérés. Vous avez rencontré le vrai Guy Georges? Non, et je n'en avais absolument pas l'envie ni le besoin. Parce que ce ne serait pas le même métier, j'avais besoin... Avec Frédéric, on a beaucoup parlé, on s'est beaucoup préparé, il m'a donné énormément de matériel, des choses à lire, et puis ensuite j'avais besoin que mon instinct, que mon imaginaire puisse se mettre en place. J'ai travaillé un peu d'une façon un peu à l'aveugle, et c'était à Frédéric d'éclairer un peu et de choisir un peu la direction, mais je n'éprouvais aucun besoin de le rencontrer pour le singer, pour je ne sais quoi. Vous non plus, donc vous ne pouvez pas. Non, moi non plus, pour les mêmes raisons qu'Adama, parce que je voulais faire un film qui rende hommage aux victimes et aux enquêteurs, et surtout pas à Guy Georges, donc moralement, ça m'a jamais traversé l'esprit à la fois de serrer les familles de victimes dans mes bras et lui serrer la main à lui, c'était inenvisageable. Mais c'est vrai que vous soulevez un truc, vous pourriez nous dire, vous avez rencontré tous les autres sauf lui, donc c'est pas très honnête. On a essayé d'avoir les faits les plus honnêtes possibles parce qu'on s'est extrêmement documenté sur lui, on avait ses avocats quand même, on avait accès aux différents rapports médico-psychologiques de l'instruction qui ont été faits sur lui. Voilà, j'ai essayé d'être honnête dans les propos en parlant de son enfance, alors j'en avais pas forcément envie personnellement, mais ça faisait partie du travail de ce film, de resituer le contexte historique tel que ça s'est passé. Mais de là avoir un petit truc en plus, moi de le rencontrer... même l'idée me fait encore frissonner, quoi. Donc vous avez montré vraiment sur 2 axes, uniquement l'aspect enquête policière et des avocats, sur ces deux visions. Oui, et puis le troisième point de vue, qui est celui d'Elisabeth Ortega, qui rentre au milieu du film, mais une fois de plus, c'est pas le point de vue de Guy Georges, c'est le point de vue de quelqu'un d'autre qui l'a croisé. Mais pour l'anecdote, je peux raconter aussi que Patricia Tourangeau, quand elle a écrit son livre, a voulu le rencontrer, puisque dans son livre elle parle de la vie de Guy Georges, ce qui n'est pas notre cas là, et qu'elle a fait la demande à l'administration pénitentiaire et que cette demande lui a été refusée parce que c'est quand même un grand criminel et que je ne suis pas de l'administration pénitentiaire, mais j'imagine qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas de tourisme pénitentiaire entre guillemets, enfin, on ne rencontre pas un grand criminel juste pour éclaircir un point de détail ou encore pire, un point de vue. Ouais, À vous. Non? Attendez, première question. Pourquoi l'affaire Escaouane? parce que